Comment utiliser la succession écologique pour démarrer un jardin, un potager, sur son balcon, sur sa terrasse, en ville, en milieu urbain? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors c'est un tout nouveau podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, de partout. Et on va parler donc jardin en pot, jardin à la campagne, en ville. On va parler de tout ce qui est jardinage en général, jardinage écologique qui imite la nature, la permaculture et tout ça. Et dans l'épisode du jour, on va parler de jardinage en pot, comment démarrer. Et après voilà, on verra sur d'autres épisodes, je sais pas. J'attends aussi vos retours et donc on est parti. Je vais pas plus raconter ma vie et on va démarrer sur comment aujourd'hui, comment en 2023, comment on va faire pour cultiver un jardin. En tout cas, essayer d'avoir un jardin qui passe l'été, qui survit. Parce que souvent on est motivé au mois de mars, on va planter des choses, on va faire des trucs. Puis au mois de juin, ça va commencer à bien pousser et à arriver juillet-août. La plupart du temps, surtout ces dernières années, il fait tellement chaud, tellement sec que les plantes elles passent pas l'été ou on a très peu de récoltes, on est déçu et pas beaucoup de fleurs, pas beaucoup de vie quoi. Et le problème c'est qu'on va être déçu et qu'on va abandonner, baisser les bras alors qu'en fait on va voir que le problème c'est pas vraiment ce que tu crois. Le problème c'est pas un problème d'arrosage ou c'est pas parce que tu arroses pas assez que tu mets pas assez d'engrais. C'est, moi je pense, je suis persuadé, c'est parce qu'en fait tu réfléchis pas assez à l'aménagement de ton jardin. En fait, plus tu vas te dire oui, je vais arroser plus, je vais mettre plus d'engrais, mais en fait plus il va falloir, en fait tu vas rentrer dans un système, tu vas rentrer dans un cercle vicieux où il va falloir toujours plus arroser, toujours plus mettre d'engrais, et en fait au final tu t'en sors jamais. Et on va voir comment le simple fait de mettre en place, comme je dis dans le titre, comment penser succession écologique, ça va te permettre d'avoir un jardin qui va passer non seulement l'été et qui va aussi passer les années. Et voilà, c'est ça la succession écologique. C'est au lieu de penser ton jardin en mode chaque année je repars à zéro, et ben non, chaque année c'est une nouvelle année. Mon jardin il a évolué par rapport à l'année dernière. Même dans un pot, même dans des pots, on peut faire des jardins qui évoluent, qui grandissent. Et voilà, c'est pas figé, c'est pas un cercle, encore un cercle vicieux où on va recommencer chaque année à zéro, son nouveau jardin, changer le terreau, tout ça, on connaît l'histoire, mettre des nouvelles plantes, faire chaque fois la même chose, quoi. Comment est-ce que, voilà, le but c'est de faire un jardin qui évolue chaque année. Donc plus tu réfléchiras à cet aménagement, plus tu vas observer, plus tu vas avoir le bon état d'esprit, plus ton jardin, tu verras, il va devenir naturellement de plus en plus productif en fruits, en fleurs, en ce que tu veux d'année en année. Donc au lieu de penser en mode voilà mon jardin sur mon balcon, ça va me permettre de devenir autonome, je cherche l'autonomie alimentaire. Désolé, mais en fait ça va être compliqué. Vraiment c'est anecdotique au niveau récolte ce qu'on peut faire dans des pots de fleurs. Donc ouais, c'est anecdotique, donc il va falloir plutôt penser en mode euh, moi, à quoi ça me sert en fait? À quoi ça te sert de faire un jardin sur ton balcon? Est-ce que c'est vraiment pour être autonome ou c'est plutôt pour apprendre la nature? Plutôt peut-être que tu as besoin juste de te reconnecter un peu à la nature ou de découvrir un peu ce que c'est la nature, de mettre les mains à la terre comme on dit. Ouais, voilà, ça peut être ça, ou est-ce que ça peut être aussi peut-être pour développer des compétences? En fait, ce qui est important déjà, c'est de te demander pourquoi tu veux devenir, pas devenir autonome, pourquoi tu veux faire un jardin sur ton balcon en fait. Si tu cherches à devenir autonome alimentairement, ça va être compliqué avec ce jardin. Et je pense que c'est la plupart du temps l'erreur qu'on fait en fait. Et du coup après, quand on se rend compte que c'est plus difficile que prévu, que en plus quand on fait ça, dans des pots de fleurs, les récoltes sont vraiment anecdotiques, même si voilà, on peut avoir des beaux résultats. Et à force d'expérience, on peut avoir de beaux résultats. Mais voilà, je pense que au début, le meilleur état d'esprit à avoir pour démarrer son jardin, c'est plutôt de se dire, voilà, je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour découvrir, peut-être que j'ai envie de partager ça aussi avec mon conjoint, avec mes enfants, faire découvrir aussi le jardinage.
autour de moi et aussi apprendre la nature, développer des compétences, tout ça. Donc, je pense que c'est un meilleur état d'esprit à développer que de se dire bah voilà, je veux devenir autonome, c'est la fin du monde, il y a le changement climatique, je vais faire pousser des trucs dans mes pots de fleurs. Euh, voilà, je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Après, chacun fait comme il veut, mais des fois, c'est bien d'avoir les bons objectifs pour pouvoir continuer à avancer et à réessayer et à réussir au final. Donc voilà. Euh, En gros, comme je disais, on pense succession écologique, donc on va faire grandir son jardin. On va pas repartir à zéro chaque année. On va mettre en place des stratégies, on va mettre en place des choses, et on va avoir un jardin qui va évoluer d'année en année et devenir de plus en plus résilient et, euh, et voilà quoi. Donc, déjà, la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est on va oublier tout ce qui est, vous savez, les carrés potagers ou les petits pots de fleurs qu'on va un petit peu planter un petit peu partout sur ces rambardes de balcon, sur une petite étagère, des trucs comme ça, c'est bien. En mars, avril, mai, ça va être joli, ça va être sympa, mais arrivé le mois de juin, juillet et août, ça va tout sécher, ça va jamais tenir, il n'y a pas assez de terre dans ces trucs. Souvent, on voit ces carrés potagers là qui sont sur pied, on va avoir 30, 20, 30 centimètres de terre en hauteur, je parle. Et on a l'impression que ça fait un grand jardin, ce qui fait 1 mètre carré, mais il y a 20 centimètres de terre, au final, ça sert à rien en fait. C'est bien pour faire pousser 5-6 fraises, mais on va rien faire d'autre avec ça, quoi. Voilà, c'est bien en mars, avril, mai, mais après, juin, juillet, août, oubliez le truc, quoi. Ça va tout sécher et, euh, et c'est pas intéressant. Donc, nous, en plus, sur un balcon ou sur une terrasse, en général, on parle de faire un jardin sur un petit espace. Donc, on n'a pas beaucoup de place. Donc, déjà, si on se met des bâtons dans les roues en faisant ça, en fait. Parce qu'en utilisant ces gros carrés potagers, là, on prend une place énorme dans son balcon, on perd de la place au niveau de la surface, et en plus, ça sert à rien parce que ça marche pas. En fait, il faut inverser le truc. Il faut se dire, bah voilà, comment est-ce que moi je peux utiliser la verticalité. Et plutôt, en fait, il faudrait avoir limite des pots qui soient très hauts et pas forcément hyper larges, quoi. On va plutôt chercher à avoir de la profondeur, en fait, et aussi de la largeur, parce que la profondeur, elle suffit pas non plus. En fait, c'est le volume qui compte, c'est la quantité de terre que tu arrives à mettre dans un pot. C'est ça qui va faire que ta plante, plus elle aura de la terre, plus elle va pouvoir grandir, plus elle va pouvoir se développer, faire des fleurs, des fruits, etc. Donc déjà, on va plutôt chercher à, à maximiser comme ça l'espace vertical que horizontal. Donc déjà, oublier tous ces trucs de carré potager, c'est mort, c'est cuit. Donc, et pareil, tout ce qui est petits pots de fleurs qu'on va dispatcher à droite à gauche pour faire de la décoration, c'est sympa, mais pour faire vraiment pousser des plantes et avoir un truc qui dure toutes les saisons et d'année en année, c'est pas la peine. Là, on revient sur le modèle, avec tout ça, avec toutes ces solutions, on revient sur le modèle où on redémarre à zéro chaque année et on passe pas l'été. Donc voilà. Le but, ça va être de créer un écosystème en fait. Ça va être de créer quelque chose où, où on va. Moi, ce que je conseille en fait, c'est de tester au début plein de plantes et tester plein de choses, planter plein de choses et en fait, faut garder ce qui marche bien en fait. C'est vraiment ça l'état d'esprit. C'est pas voilà, je veux absolument faire pousser des tomates ou des géraniums sur mon balcon et chaque année je réessaye et ça marche pas. Non, on va essayer plein de trucs, on va voir ce qui marche et en fait ce qui marche, on va continuer à le faire et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer un jardin, sur son balcon, sur sa terrasse, qui fonctionne en fait. Parce que tout ne fonctionnera pas et ça dépend de tellement de choses, on va le voir plus tard, que finalement il faut voir ce qui marche et continuer avec ce qui marche. Et donc les plantes c'est une chose et il faut aussi penser à ajouter de la vie. Donc attirer les abeilles, attirer les oiseaux. Euh, moi sur ma terrasse, je suis super content de chaque année de revoir les abeilles arriver au printemps. J'ai mis des petits abris à abeilles, donc elles nichent au printemps et même l'été aussi. Et après, voilà, dès le mois de février, mars, on voit que ça commence à sortir et tout. Voilà, c'est
aussi au mois de février que c'est sympa d'avoir un jardin parce qu'on voit un peu de vie arriver sur son jardin, même à l'automne et même en hiver. Si on laisse ses plantes, moi souvent je laisse mes plantes sécher comme ça et il y a toujours un petit oiseau ou deux qui vient gratter, qui vient manger un petit truc, qui vient choper un ver de terre dans mes pots, qui vient et du coup il y a toujours un petit peu de vie, c'est super intéressant. Et donc voilà, tester des plantes, ajouter des plantes, voyez ce qui marche et continuer avec. Et aussi essayer d'attirer la vie, donc ça va être les abeilles, les oiseaux et plein d'autres insectes, en mettant voilà, des plantes sauvages, en mettant des abris à insectes. Mais quand on parle d'abris à insectes, je parle pas d'hôtel à insectes, on parle vraiment d'être spécifique, comme par exemple, les abeilles, elles aiment bien nicher dans des trous, donc on prend une bûche d'un arbre et on perce des trous à l'intérieur, ou on va plutôt utiliser des tiges de plantes comme la renouée du Japon qu'on va couper et qu'on va rassembler à un endroit et voilà les abeilles elles vont nicher dans la tige et voilà et du coup on essaie d'être spécifique dans ce qu'on a envie d'attirer quoi parce que les hôtels à insectes c'est un peu trop le bordel et ça marche pas très 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 bien finalement. Donc on va passer à l'observation. Donc là, on est vraiment allé sur l'état d'esprit. Là, on va parler plus de comment on va utiliser l'observation pour faire son aménagement. Et donc, on va parler d'observation. Après, on parlera de l'aménagement. Et on finira donc ce podcast par le choix des végétaux. Qu'est-ce qu'on va choisir comme végétaux? Donc, pour l'observation, on va voir comment. La première chose à voir, pour moi, c'est d'aller sur son balcon et de se dire comment est-ce que l'eau, elle circule sur mon balcon. En gros, ce qui est intéressant de savoir, ce qui est intéressant d'observer, de prendre en compte dans l'aménagement de son balcon, c'est de se dire comment l'énergie, elle traverse, comment l'énergie, elle rentre dans mon balcon et comment elle en ressort. Et pour moi, la première énergie à prendre en compte, c'est l'eau. C'est la plus importante. C'est la plus précieuse. Et donc, en gros, ce qu'il faut regarder, c'est où tombe la pluie. Souvent, il se peut que ton balcon, en fait, il soit abrité de la pluie. Et du coup, en fait, finalement, t'as jamais de pluie. T'en as que au bord. Souvent, quand on a un balcon qui est abrité, on a souvent de la pluie, mais ça va être plutôt du côté de la barrière, plutôt du bord. On va avoir un petit peu de pluie comme ça, un petit peu d'humidité. Et ça peut être intéressant d'aller chercher le bord. Parce que souvent aussi, donc le fait d'avoir un balcon couvert, ça fait qu'on va avoir aussi un peu moins de soleil. Après, tout dépend de l'exposition, mais voilà. Ce qui est important, c'est de commencer à repérer. Voilà, quand il pleut, tu regardes à peu près où est-ce qu'il y a de la pluie et tout. Voilà, c'est intéressant. Là, il y a un petit peu plus de pluie par rapport. Ça peut être le vent qui vient aussi mettre un peu plus de pluie. Souvent, on voit qu'il y a un carré là-bas où il y a un peu plus de pluie. Ça peut être intéressant. Là, il y a un microclimat, je le note, le garde en tête. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit carnet. Pourquoi pas si tu préfères pour noter où est-ce que tu peux pour noter tes observations. Ça peut être sympa d'avoir un petit carnet, de faire un petit plan aussi de sa terrasse avec pourquoi pas là il y a plus de pluie, là il y a plus de soleil, tout ça. Ça peut être intéressant, c'est même très intéressant. Et donc voilà. Donc tu peux regarder où est-ce que la pluie tombe. Et ensuite, la deuxième chose à regarder, c'est est-ce que tu as des gouttières, est-ce que tu peux aussi te brancher à ces gouttières pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Alors j'ai fait un article complet sur ce sujet, donc tu as juste à taper potager minimaliste, récupérer l'eau de pluie, et tu tomberas sur mon article où je détaille comment moi j'ai fait, et je donne plein d'astuces pour récupérer l'eau de pluie autre que les gouttières. Et donc voilà, je t'invite à lire cet article. Si j'y pense, je le mettrai en description. Et donc voilà, où est-ce que circule l'eau, comment est-ce que circule l'eau, d'où elle vient, l'eau elle repart, est-ce que moi je peux en capter un petit peu, est-ce que je peux en stocker un petit peu, tu peux aussi regarder chez toi, comment est-ce que tu gères l'eau, quand tu fais la vaisselle, quand tu laves ta salade, dans ta salle de bain, tout ça. Essaie d'observer tout ça et de voir est-ce que tu peux, avant de laisser partir l'eau, est-ce que tu peux la stocker un petit peu chez toi pour t'en servir pour arroser tes plantes. Ensuite, la deuxième chose, et toutes ces observations d'ailleurs, elles sont à faire
limite à chaque fois qu'il pleut, observe, regarde comment ça se passe dehors, tout ça. C'est vraiment des observations qu'on va faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est ça, en fait, qui va... moi, c'est ça c'est ce qui m'a permis, en fait, de faire évoluer, moi, l'aménagement de ma terrasse. D'année en année, c'est un peu j'ai développé un sens aigu de l'observation de la nature, des végétaux, de comment ça se passe. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai un sens aigu de l'observation. Et du coup, grâce à ça, en fait, j'ai pu, bah, d'année en année, aménager mon jardin, améliorer le design de mon jardin, l'aménagement. Et aujourd'hui, je suis arrivé vraiment à quelque chose qui fonctionne bien. Je fais de l'ombre au bon endroit. J'ai mis les plantes qui ont besoin de sécheresse au bon endroit, celles qui ont besoin d'humidité au bon endroit. En fait, tout cet aménagement, même mes pots et tout, ils sont placés au bon endroit parce que je sais comment ça fonctionne, je sais comment le soleil agit sur ma terrasse, où il va taper à différents moments de l'année. Je sais comment circule l'eau, le vent, je sais comment la neige, le gel, comment ça se passe tout ça. Et tout ça, c'est grâce justement à l'observation, à prendre des temps d'observation. Donc, tu peux, si toi tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu peux, bah, comme je te disais, faire un plan, avoir un petit carnet d'observation et annoter tout ça. Et petit à petit, tu vas commencer à connaître ton terrain, à connaître ton balcon, à connaître son contexte, son exposition, et tu vas pouvoir améliorer d'année en année l'aménagement, et tu verras que finalement, c'est là où tu vas tendre vers un peu plus de durabilité, de résilience, un jardin autonome, tout ça. C'est comme ça, c'est avec l'aménagement et l'observation que tu vas pouvoir améliorer tout ça et faire quelque chose qui est résilient surtout, quoi. C'est vraiment la résilience. Donc, observez l'eau, observez le soleil, observez le vent, la neige, le gel, et, euh, et en gros toutes les énergies qui circulent. Ça peut être aussi toi, comment tu vas circuler dans ton balcon, on va le voir un peu plus tard. Voilà. Donc déjà, l'observation, c'est un peu la première étape et l'étape qui va te suivre tout au long de ta carrière de jardinier sur balcon, terrasse, même, même sur jardin en pleine terre, ville, campagne, ça fonctionne tout autant, tous les conseils que je te donne. Mais aujourd'hui, on va vraiment spécifier sur le jardin en pot. Et donc, tout ça, l'observation, ça va nous aider à aménager le jardin, à aménager le balcon. Et c'est ce qu'on va voir donc dans la suite de ce podcast. Donc, déjà, on va parler de l'effet de bordure. Pour moi, l'effet de bordure, c'est la clé de la fertilité en fait. Tout simplement, qu'est-ce qu'une bordure? En gros, imaginez, je sais pas, une bordure en fait, ça va être, imaginons dans la nature, vous avez, imaginons une mare, et à côté, il y a un bosquet de plantes. Ben, en fait, la bordure, tout simplement, ça va être le bord de la mare, et le bosquet de plantes, ça va être le bord du bosquet de plantes. Et en fait, plus on va diversifier et plus on va augmenter le nombre de bordures plus tu vas faire ça sur ton balcon, plus tu vas avoir des choses diversifiées, tu vas avoir des pots, tu vas avoir tel type de plantes, tu vas avoir différents types de paillage, tu vas avoir différentes hauteurs de plantes, différents types de plantes, tu peux mettre aussi plein de choses, bref. Et en fait, le but, ça va être d'avoir un maximum de diversité. Voilà, on va essayer de pas toujours cultiver les mêmes plantes, essayer d'avoir différents types de plantes à différents moments. Voilà, le but, ça va être vraiment de créer un effet de bordure et diversifier donc les bordures, et essayer d'avoir aussi des bordures euh, qui, qui, euh, qui établissent des connexions entre elles qui soient bénéfiques l'une pour l'autre. Un autre exemple pour t'illustrer tout ça, c'est le thé de compost. Il y a eu des études qui ont prouvé que dans le thé de compost, en fait, euh, il y avait en fait, dans le thé de compost, il y avait plein de micro-organismes et plein de champignons qui étaient bénéfiques pour le jardin, pour plein de choses,
Notamment dans cette étude, c'était pour faire de l'agriculture, je sais plus quelle plante exactement, je crois que c'était du tournesol, je suis plus sûr exactement, mais en gros, ils ont fait des tests et en gros, ils aspergeaient donc les feuilles des plantes avec le thé de compost et ils se rendaient compte à une certaine quantité d'aspersion que ça poussait 40% plus que si on n'avait pas utilisé de thé de compost. Et pourquoi? Parce qu'en fait, justement, à l'intérieur, il y a plein de micro-organismes et de champignons. Et en fait, dans le mélange du thé de compost, il y a à la fois donc des micro-organismes qui sont prédateurs et d'autres qui sont les proies. Et en fait, en gros, imagine, c'est comme s'il y avait dans le thé de compost, c'est comme si c'était une guerre permanente, malheureusement. C'est plein de micro-organismes qui vont se dévorer entre eux, comme ça, et qui vont se reproduire, se dévorer, se reproduire. Et en fait, malheureusement, c'est les cadavres qui vont créer la fertilité. Et, du coup, c'est ça qui va créer, donc, je sais pas, tout ce qui est minéralisation, l'absorption des nutriments, elle va être grandement facilitée parce qu'en fait, il y a toujours comme ça une sorte de guerre permanente qui fait qu'il y a toujours de la richesse comme ça qui vient et que les plantes peuvent absorber pour, euh, pour se reproduire. Et ça, c'est un bel exemple de ce qui se passe dans une bordure en fait. Parce que dans une bordure, donc la bordure en gros ça va être la rencontre entre deux écosystèmes différents. Donc imaginons, comme on va reprendre l'exemple de la mare. Donc dans la mare, tu as la grenouille, tu as la libellule, et à côté, tu as un petit buisson où il va y avoir, je sais pas, les escargots, les choses comme ça. Et en fait, plus tu vas créer d'interactions, plus tu vas créer comme ça cette mini-guerre entre différents micro-organismes, et ça peut être aussi, donc comme la libellule, tout ça, ça peut être aussi des animaux, la faune, la flore, qui vont se rencontrer et s'auto-réguler comme ça pour rendre ton jardin encore plus résilient. Et il y a encore plein de bénéfices qu'on ne connaît pas aux effets de bordure. Et en gros, voilà, la diversité, c'est vraiment hyper important dans la fertilité, quoi. Et notamment les effets de bordure que vont créer cette diversité, quoi. Et voilà. Il y a aussi toi dans le jardin. Et donc on va parler de la circulation piétonne. Moi, il y a une astuce qui m'a bien aidé. C'est au lieu de penser à faire des lignes droites sur ma terrasse, quand je parle de lignes droites, c'est vraiment les chemins que j'emprunte. Et ben, il y a moi en pensant zigzag, en faisant un espèce de S sur ma terrasse, en fait, j'ai pu agrandir l'espace ça peut paraître bizarre, mais en fait, juste le simple fait de faire un chemin en S sur ma terrasse, en fait, ça m'a permis de rajouter des pots. Et, euh, et du coup, voilà, ça peut être aussi intéressant donc de se pencher un petit peu sur la circulation, dans la façon dont toi tu vas circuler sur ta terrasse, sur ta ou tes terrasses. Et ça peut être intéressant si justement tu as une petite terrasse, ça peut t'aider à mieux, euh, à mieux optimiser l'espace. Donc voilà, et puis dernière astuce dernière chose que je voulais voir aussi pour l'aménagement, dernière chose importante, et c'est l'ombre. Alors n'hésite pas à faire de l'ombre, parce que trop de soleil, ça veut pas dire... souvent on se dit ouais mes plantes elles manquent de soleil, il faut encore que je les mette plus au soleil. Ça dépend, en fait ça n'a rien à voir. Certes c'est important d'avoir au moins, par exemple pour les tomates, je crois que c'est à peu près 6 à 8 heures, au moins 6 heures, des fois un petit peu moins ça peut aussi fonctionner, mais au moins 6 heures pour avoir des tomates à récolter, c'est au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Enfin, les jours où il fait soleil, quoi, en gros. Et, euh, et donc, voilà, ça peut être intéressant, mais trop de soleil après, ça devient contre-productif. Parce que trop de soleil dit montée en température, dit sécheresse, et dit les plantes, elles commencent à bloquer leur métabolisme, et elles se mettent en mode pause elles se mettent en mode pause, un peu comme si c'était l'hiver et qu'elles allaient hiverner et se mettre un peu à l'arrêt. Donc c'est pas ce qu'on cherche aussi. Euh,
Donc l'ombre aussi, ça peut être vraiment hyper productif. Chercher à faire de l'ombre. Donc si tu as un balcon qui est exposé plein sud, pour moi, donc déjà, essayer de voir comment tu peux... on parlait de l'eau, on parlait aussi de l'aménagement et de la circulation de toi dans ton jardin, mais aussi, surtout, et regarde l'ombre. Comment toi, tu peux faire de l'ombre. Ça peut être, déjà, au lieu de me dire je vais faire pousser tout de suite des tomates, pourquoi je ne ferais pas pousser tout de suite du miscanthus ou des bambous. D'ailleurs, petite information, j'ai aussi fait un article sur comment moi j'ai fait de l'ombre sur ma terrasse, parce que ça a été un problème pour moi. Et même si je suis pas énormément exposé au soleil, ça a quand même été un problème. Bref, pareil, vous tapez potager minimaliste, ombre, terrasse, et vous allez tomber sur mon article, et j'explique comment, notamment, j'utilise le miscanthus, où c'est qu'on peut le trouver, tout ça. Et donc voilà, le soleil, ça ne veut pas forcément dire performance. Donc voilà. Et souvent aussi, on se dit oui, il y a trop de soleil, alors je vais mettre de l'arrosage automatique. Pareil, c'est pas forcément. Une fois que la plante, elle se met en mode, je stoppe mon métabolisme pour économiser l'énergie parce qu'il fait trop chaud. Et ben, vous aurez beau arroser plus, il va rien se passer de mieux. Vraiment, l'ombre, des fois, ça peut faire des miracles en très peu de temps, hein. Des fois, on voit la plante qui est comme ça sur le balcon, un peu flétrie, un peu fatiguée et tout. Bah, des fois, il suffit juste de faire un petit peu d'ombre. On revient une heure après, et ben, elle a repris, elle est redevenue vive, elle a remis ses feuilles comme il faut, et c'est vraiment impressionnant la force de l'ombre à certains moments qu'on s'en rend pas compte. Et je vous invite vraiment à penser à ça. Et donc, pour finir ce petit podcast, on va parler du choix des végétaux. Maintenant qu'on a bien vu quel état d'esprit avoir, comment bien observer son jardin avant l'aménagement, comment aménager, quelles sont les règles fondamentales de l'aménagement du jardin potager sur son balcon. Maintenant, on va voir le choix des végétaux. Donc, il y a quatre trucs que je voudrais voir avec vous. C'est un, ce que je vous invite à voir, c'est d'utiliser des plantes à développement rapide. Euh, pour moi, et d'ailleurs c'est logique, les végétaux à croissance rapide accélèrent l'implantation d'un écosystème. Il y a plein de plantes qui poussent vite. Il y a en pot de fleurs par exemple, tu peux faire pousser du tournesol, tu peux faire pousser de la sauge, des choses comme ça. Et en fait, ce qui va être intéressant, même aussi, j'en parlais pour faire de l'ombre, il y a le miscanthus, il y a le bambou. Bon, le bambou, ça peut être long à s'installer, mais quand ça pousse bien. Mais voilà, t'as le tournesol, t'as les blés, t'as la rhubarbe, t'as plein de choses comme ça. Et ce qui est intéressant avec des plantes qui poussent vite, c'est que rapidement, on va pouvoir implémenter un écosystème diversifié en fait. Parce que euh, en moins de temps que... en fait, en peu de temps, ton tournesol, il va faire de l'ombre. Il va pouvoir... il y a d'autres plantes qui vont pouvoir pousser en dessous. Il y a des plantes aussi qui vont pouvoir pousser autour du tournesol. Moi, ce que je fais souvent, c'est... j'en ai pas déjà parlé plusieurs fois, mais je fais pousser dans mes pots un tournesol. Je mets aussi un pied de tomate et du haricot. Et du coup, le haricot, il va attacher la tomate au tournesol. Et en fait, dans tout ça, je crée un écosystème et ça peut se créer en quelques mois en fait. Il faut semer je sais pas, le tournesol au mois d'avril. La tomate, tu la sèmes au mois de mars en godet, puis tu la plantes l'été. Et le haricot, tu le mets au mois de juin. Et en juillet-août, tu as déjà un mini écosystème comme ça, où en peu de temps, en peu de temps, tu crées des petits écosystèmes. Donc, essaie de penser à qu'est-ce que je pourrais mettre comme plante qui pousse vite. Donc le tournesol, ça peut être intéressant pour faire de l'ombre à des tomates qui ont un petit peu trop chaud. Ça peut être intéressant pour avoir un tuteur pour ces tomates et un support aussi pour faire grimper des plantes grimpantes. Et d'ailleurs, toutes les plantes sont un support pour les plantes grimpantes, hein. Et voilà, donc on peut aussi utiliser, comme je disais, le miscanthus. Il y a plein d'autres plantes, mais vraiment, essaie de penser à quelle plante
poussent vite et qui sont intéressantes pour moi, pour peut-être faire de l'ombre ou d'autres choses, ou rapidement créer comme ça un écosystème. Ça peut être hyper intéressant, et aussi ça crée de la matière organique, de la biomasse, et ça aussi c'est hyper intéressant. Donc déjà, ça invite à te concentrer aussi là-dessus. Euh, et, euh, et donc voilà. Ensuite, souvent on parle des associations de plantes. Alors dans les associations de plantes, on dit souvent oui, c'est bien de planter de l'œillet d'Inde au pied de la tomate parce que machin, truc. Euh, Concentre-toi pas là-dessus, forcément dès le début. Ça peut être intéressant, mais ça, tu verras, tu vas l'observer petit à petit. Toi-même, tu vas développer ce sens de ah bah tiens, je trouve que ça pousse bien avec ça. Par contre, ça pousse pas bien avec ça. Ces observations-là, elles sont un peu spécifiques à chaque contexte, donc t'auras pas forcément, tu trouveras pas le tableau idéal des associations de plantes, ça n'existe pas. Mais moi, au lieu de te concentrer là-dessus, je te dis, ça viendra naturellement. Concentre-toi plutôt sur l'échelonnage de tes plantes. En gros, au lieu de te concentrer là-dessus, pense à comment est-ce que je peux échelonner mes plantes. Limite, si vraiment tu veux faire donc de la production vivrière, bah voilà, comment est-ce que je peux échelonner mes récoltes. Bah voilà, si je plante ma tomate, elle va mourir en septembre, bah qu'est-ce que je peux mettre à sa place. Voilà. Et après, au printemps, qu'est-ce que je pourrais faire pousser aussi, peut-être faire pousser de l'ail, tout ça. Enfin, ou des fèves ou des choses comme ça. Pense plutôt voilà, à l'année, comment est-ce que je peux échelonner mes récoltes, échelonner mes plantes, mes associations de plantes par échelonnage, que plutôt de te dire comment je peux associer mes plantes et tout. Et d'ailleurs, euh, moi aussi je préfère penser l'association de plantes, comme je disais juste avant avec l'exemple du tournesol et de la tomate et du haricot, plutôt au niveau de l'espace qu'elles vont prendre, plutôt au niveau des strates végétales, comme on appelle ça. Donc plutôt comment associer mes plantes par rapport aux strates, pour maximiser l'espace sur mon balcon, sur ma terrasse, l'espace en utilisant vraiment à la verticale les différentes strates. Comment est-ce que je peux associer mes plantes comme ça, de par leur port, leur forme, tout ça. Ça peut être intéressant, et aussi de par l'échelonnage qu'on peut mettre en place dans les récoltes. Ensuite, on revient un petit peu sur l'effet de bordure. Euh, donc pour moi, l'effet de bordure qui a le plus d'impact dans les pots, dans le jardin, sur ton balcon, ça va être l'effet de bordure qu'il y a entre la terre, donc ton sol, le sol que tu vas mettre dans tes pots de fleurs, et ce que tu vas faire pousser en dessus en fait. Donc si dans tes pots tu as un sol vivant avec plein de vie, des vers, des micro-organismes et tout, et que au-dessus de ces pots, tu as une sorte de mini-forêt comme ça, qui pousse avec qui est vraiment optimisée avec la tomate, le tournesol et le haricot. Et bah, si jamais tu arrives à faire vraiment ces deux choses, bah, en fait il va y avoir une symbiose qui va se créer, et c'est vraiment cet effet de bordure qu'il va y avoir ou à la surface du pot en fait, dans le paillage ou quoi. Et vraiment ça va créer de la vie, et c'est vraiment l'effet de bordure numéro un à mettre en place pour moi sur un balcon, une terrasse. Donc bien réfléchir à ça, à comment rendre son sol plus vivant, à mettre du paillage, à rajouter, faire du compostage de surface, toutes ces choses-là. Et comment aussi créer une sorte de mini-forêt comme ça au-dessus de mes pots. Donc voilà. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est euh, comment est-ce que tu vas choisir tes plantes. Et en gros, tout simplement, moi ce que je t'invite à faire, si tu veux faire donc pousser des plantes comestibles, c'est de regarder finalement qu'est-ce que tu as dans ton frigo, qu'est-ce que tu as sur tes étagères dans ta cuisine, et, euh, et déjà tu vas avoir plein d'infos. Tu vas voir, bah moi j'aime bien l'été manger des tomates, j'aime bien faire pousser, enfin manger des poivrons. Je mange souvent je cuisine souvent avec des oignons, avec de l'ail, j'aime bien la salade. En fait, voilà, si tu veux faire pousser des plantes vivrières, bah en fait regarde ce que tu as dans ton frigo et t'as 10 de plantes à faire pousser. Après, ce qui marche, bah tant mieux, ce qui marche pas, tant pis. Bien sûr,
les plantes à feuillage, comme par exemple les salades, la mâche, les épinards, les radis, qui sont des plantes racines, mais voilà, toutes les plantes qui font pas forcément des fruits, bah, elles pousseront un peu mieux à l'ombre. Et par contre, les plantes qui font des fruits comme tomates, poivrons et tout ça, bah là, on va plus les mettre au soleil. Donc voilà, après tout dépend aussi de ton exposition, de l'observation que tu as pu faire sur ton balcon ou ton jardin. Et, euh, et donc voilà, donc regarde dans ton balcon, regarde dans ton frigo, regarde aussi sur tes étagères, les épices que tu utilises, le thym, peut-être le romarin, les choses comme ça. Et ça pousse hyper bien. La sauge, ça peut aussi super bien pousser dans des pots. Et en plus, ça fait des plantes qui restent d'année en année, qui vont donner un petit peu de volume, un petit peu de vie dans tes pots, sur ton jardin. Ça peut être intéressant. Et, et aussi, on n'oublie pas les fleurs. Si, si t'aimes bien les fleurs, et ben, n'hésite pas à, je sais pas, à regarder dans ton téléphone. Peut-être que tu prends souvent des fleurs en photo. Et ben, essaie de voir avec une application qui reconnaît les plantes, comme PlanteNet, et de voir quel est le nom de cette plante et voir si elle est vraiment avantageuse pour la biodiversité, pour les pollinisateurs, tout ça. Et pourquoi pas, essaye de rajouter un petit peu de fleurs aussi à ton potager. Ça peut être intéressant pour plein de choses, pour toi visuellement, pour la biodiversité, pour les pollinisateurs. Et aussi pense à comment échelonner aussi pour que tu aies des fleurs toute l'année. Ça peut être aussi intéressant. Donc, pour savoir la liste idéale des plantes à planter, réfère-toi à ce que tu as dans ton frigo, à ce que tu as sur tes étagères, et si tu as des photos sur ton téléphone ou des plantes que tu aimes bien dans la nature, ça peut être aussi hyper intéressante. Donc voilà pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'informations dans ce podcast. J'essaierai d'être un peu plus léger la prochaine fois. Euh, mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et oublie pas si tu penses que ça peut aider quelqu'un, oublie pas de partager ce podcast. Et puis je te remercie. On se retrouve peut-être dans un prochain épisode. Allez, salut!